Je ne crois pas qu'il y a passé, parce que c'est la même chose. Je veux dire, ce qui est collectif, c'est pas seulement qu'on est ensemble, on travaille ensemble, c'est qu'on a tous des droits. Et par conséquent, les droits sont toujours individuels, mais ils peuvent être conquis et défendus que collectivement. Quand on était dans plein monde industriel, la grosse affaire, c'était d'avoir le droit d'avoir un contrat collectif de travail. Mais chaque individu, chaque salarié, travailleur, avait droit à son contrat. Mais c'était un contrat obtenu collectivement par un syndicat, par un parti, peu importe, et qui donnait à chacun les mêmes droits. Par conséquent, n'opposons pas l'individu au collectif, puisque ici, il s'agit de dire, et là je suis obligé de faire deux phrases, c'est-à-dire que nous sommes dans un monde qui est dominé par un monde financier qui a rompu les amarres avec tout ce qui est non seulement social mais économique. C'est de l'argent qui ne sert qu'à faire de l'argent. Et par conséquent, en face de ça qui nous nie, qui nous détruit, nous ne pouvons que réagir dans notre globalité, c'est-à-dire à la fois notre totalité individuelle, je veux faire ma vie, et en même temps qui est le fait de tous. Par conséquent, nous vivons dans un monde qui n'est plus fractionné, le monde qui s'est globalisé financièrement, il nous oblige à nous globaliser, si vous voulez, politiquement et en même temps éthiquement, c'est-à-dire le droit d'être homme, le droit d'être être humain. C'est cela qui concerne tout le monde. Je ne crois pas que nous puissions nous battre utilement aujourd'hui pour des causes qui ne sont pas universelles. Et pourtant, alors, il faut, je crois, dire les choses bien simplement. Je suis convaincu que si nous n'arrivons pas à retrouver le sens de l'agir, de l'action, tout simplement, on est foutu. Je veux dire par là que ça sera de crise en crise la catastrophe. Je ne vois pas comment on peut éviter de tomber de plus en plus bas si nous ne sommes pas capables de prendre la parole et à travers la parole de transformer la société, de transformer le pouvoir, etc. Pour moi, la crise fondamentale aujourd'hui, c'est nous sommes dans un monde vide, dans un monde où il n'y a que les choses, que l'argent, et nous n'avons plus d'acteurs. Nous sommes tous dans un théâtre où il n'y a pas d'acteurs. On regarde le vide de la scène. Et si nous n'arrivons pas à mettre des acteurs sur la scène, ça va être le chaos, la violence et le règne, cette fois-ci incontesté, de l'argent. Donc, la grosse affaire, ce n'est pas de nous battre pour des quantités, quoique, bien sûr qu'il faut manger, bien sûr qu'il faut vivre mieux, personne ne le nie, mais il faut avant tout nous battre pour des droits universels, pour faire reconnaître à tous des droits qui sont fondamentalement, je vais prendre une phrase qui est célèbre, et qui n'est pas de moi du tout, qui est d'Hannah Arendt, qui dit « Les êtres humains, ce qui les définit, c'est qu'ils ont le droit d'avoir des droits. » Et ça me semble une excellente définition concrète, utile, de ce qu'on peut et de ce qu'on doit faire aujourd'hui. Vous savez qui a parlé de bonheur, c'est Saint-Just. Et puis aussi Robespierre, enfin c'est Saint-Just qui a dit « le bonheur est une idée neuve ». Et 1793. Alors je vous dis très franchement, les gens qui en appellent au bonheur, c'est les gens qui vous foutent en tôle.
Et par conséquent, je me méfie des appels au bonheur. Je veux bien qu'on en appelle à l'agir, qu'on en appelle à l'amour, qu'on en appelle à la liberté, qu'on en appelle à l'égalité, à la libération, à la solidarité, tout ça, oui. Le bonheur, c'est-à-dire quelque chose qui ne dépend pas de nous, qui est un absolu. Ouais, si vous dites ça, c'est qu'il y a quelqu'un qui va vous dire « Moi, je sais ce que c'est, le bonheur, c'est moi, c'est mon truc, je vous ouvre la porte, entrez, je referme, vous êtes en tôle, vous êtes heureux. » Cher Québec, je suis heureux de vous rencontrer une fois encore dans cette belle ville de Bruxelles. Tout le problème, c'est que, stimulant les esprits et les cœurs par cet appel à s'indigner, qui Dieu sait justifié à cause de toutes les choses qui doivent susciter notre refus et notre indignation, il faut ensuite leur dire comment faire. Alors déjà, dans ce tout petit livre de 30 pages, il est clairement indiqué quels sont les deux grands problèmes sur lesquels il ne suffit pas de s'indigner, mais il faut s'engager. L'un, c'est l'incroyable écart entre les très riches et les très pauvres. Cet écart est insoutenable. Il n'a jamais existé autant qu'aujourd'hui. Et je crois que les historiens économistes, il y en a, doivent se rendre compte que cet écart, qui est encore en train de s'accroître de décennie en décennie, ne correspond absolument pas à ce qu'a été de tout temps des riches et des pauvres. Parce que de tout temps, il y avait des riches. Mais les riches se sentaient une obligation vis-à-vis de ceux qui les entouraient. Et les pauvres pouvaient compter sur ceux qui étaient plus favorisés. Aujourd'hui, qui peut encore compter lorsqu'il est précaire, pauvre, chômeur, désabusé et rangé sur un appui de la part des très riches? Et l'autre objet très important, c'est que nous sommes en train de démolir la terre et nous le faisons de plus en plus au cours des 30 dernières années. Et là aussi, il est essentiel que nous ne nous bornions pas naturellement à nous indigner. Ce serait tout à fait insuffisant. Et il faut à ce moment-là tout simplement lire mon ami Edgar Morin et son livre « La Voie », et même le petit livre que nous avons écrit ensemble, « Le chemin de l'espérance », pour savoir qu'il y a des choses à faire, urgentes, possibles, essentielles, et qu'il faut les faire. Deux réalités. D'une part de Roosevelt, et du fait que c'est lui qui nous a fait naître les Nations Unies, la Charte des Nations Unies. Et d'autre part, de la Déclaration universelle, celle-là, pas comme 93, qui ne s'adressait qu'à des hommes, même pas à des femmes, et la Déclaration universelle, dans laquelle on trouve, dès le préambule, l'indication que les hommes ont le droit et même le devoir de se révolter lorsque ces droits leur sont refusés. C'est très important. Ce texte, 30 articles, interdépendants, indissolubles, essentiels, est un programme. Nous savions, je dis nous parce que j'ai assisté, j'étais un tout petit jeune diplomate, je n'ai pas du tout contribué à la rédaction du texte, mais j'étais assis à côté d'eux et je les écoutais faire. Eh bien, ils ont bien compris que quand on dit tous les êtres humains naissent libres, ils ne sont pas libres, et égaux, ils ne sont pas égaux, en dignité, ils n'ont pas tous la dignité, et en droit, oh, ils sont doués de raison, peut-être, et de conscience, pas tous. Ils doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Ils passent leur temps à se casser la figure les uns les autres. Donc on savait bien que ce n'était pas du tout un acquis, mais qu'en même temps c'était un merveilleux idéal. Et on indique, dès la préface,
on indique que cet idéal doit être atteint grâce à l'éducation, à des mesures nationales, internationales, des mesures qui doivent être prises. Donc, on les donnait comme un énorme programme. Eh bien, je dis, parce que je suis optimiste, que ce programme, nous sommes en train de le réaliser. Pas encore tout à fait, mais ça peut venir. Oui, c'est une belle illustration. Bon, je vais essayer de répondre après Alain Touraine et Stéphane Hessel, c'est difficile. Surtout que Alain Touraine a fait un sort au bonheur. Et pour les femmes, je crois que le féminisme, s'il y a une victoire du féminisme, c'est d'avoir appris aux femmes qu'elles ont le droit d'être heureuses. Hein. Et moi, je tiens beaucoup à cette idée de bonheur. Hein. Je pense que c'est très important pour... Il y a un titre d'un livre qui est sorti, c'est « Pourquoi être heureux quand on peut être normal ?» Je ne sais pas si vous avez lu ce livre, mais je crois que c'est un peu... La révolution, c'est un peu ça. Hein. C'est-à-dire lutter contre ces formes de normalité qu'on nous impose de partout. Et pour les femmes, c'est vraiment un enjeu très très important de se dégager de la normalité. Alors tout à l'heure, Alain Touraine a dit que c'était une salle, une pièce de théâtre vide. Moi, je viens d'un monde où il y a beaucoup d'acteurs sur la scène de théâtre en ce moment. Et des acteurs qui sont dans des positions de conflit qu'on arrive... on a du mal à voir comment on peut les résoudre, n'est-ce pas? C'est-à-dire que ce fameux choc des cultures que certains mauvais esprits avaient voulu développer en Occident, j'ai l'impression que ce choc des cultures, on est en train de le vivre chez nous, n'est-ce pas? Quand je dis chez nous, c'est les pays du sud de la Méditerranée, où sont en train de s'opposer des forces qui semblent inconciliables, n'est-ce pas? Alors, tout à l'heure, vous avez posé une question sur l'individu. Hein. La réponse, évidemment, on l'a entendue. J'aurais aimé que vous me la posiez, parce que nous sommes dans ce processus. Nous sommes dans ce processus. Les révolutions arabes sont des révolutions, pour la première fois, existentielles ou existentialistes. Pour la première fois, les hommes et les femmes de ces pays se lèvent pour réclamer la liberté. C'est-à-dire que nous faisons le chemin difficile de la libération qui a occupé tous nos esprits, n'est-ce pas? Surtout en tant qu'Algérienne, je peux dire ça, à la liberté. Et la liberté, ça veut dire remettre en question tout ce qui a permis de construire la communauté et qui a permis sans doute de gagner l'indépendance, parce qu'il a fallu lutter contre des armées très fortes et il a fallu renforcer cette communauté. Et ces communautés, elles ont été construites contre les individus, dans des moments d'urgence, sans doute, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, il nous faut conquérir cette liberté. Et je pense que ce qui s'est passé en Tunisie, un petit peu en Égypte, ce qui est en train de se passer souterrainement au Maroc et en Algérie, c'est l'émergence de cette liberté. Et je crois que c'est fondamental, n'est-ce pas? Je sais que dans certains esprits occidentaux, on pense que ces pays-là, ces pays que l'on appelle arabes et musulmans, qui sont ni arabes et ni musulmans, on pense que ces pays-là ne se sont révoltés que pour se soumettre à Dieu, n'est-ce pas? On oublie que ces pays-là sont en train de vivre des contre-révolutions. Aujourd'hui, les partis islamistes et salafistes ne sont pas des partis révolutionnaires, ne font pas partie de l'élan révolutionnaire, ce sont des
contre-révolutions, n'est-ce pas? Et dans ces contre-révolutions, bien évidemment, nous sommes des minorités, parce que pour que nous soyons plus nombreux, n'est-ce pas, pour que ce qu'on appelait du temps des marxistes les masses, ou les peuples, si vous voulez, rejoignent cette idée de la liberté, il va falloir faire un énorme travail qui est rendu d'autant plus difficile que pendant 50 ans. Non, je vous en prie. Je voulais juste encore poser une question avant qu'Anne Touraine ne nous quitte, mais je vous en prie. On peut les poser si vous voulez. Je vous en prie, non, allez-y. Que pendant 50 ans, ce qu'on appelle la période postcoloniale, il y a eu une glaciation, n'est-ce pas? Et que cette glaciation a permis la constitution, si vous voulez, de monstruosité, n'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on ose appeler religieux, ce qu'on ose qualifier de religion musulmane, c'est des pathologies qui sont nées de 50 ans de dictature, d'obscurantisme post-colonial, qui est venu se plaquer sur les catastrophes qui ont été induites par les systèmes coloniaux. Je reviens vers vous dans un instant. Pour moi, ils vont de soi. Surtout quand on est français, je veux dire, c'est inscrit dans la Constitution que nous sommes dans un pays laïque. Nous avons le sentiment de nous être battus, je dirais même trop et trop longtemps, et que tout ça devrait être complètement terminé, mais ça l'est pour l'essentiel, et par conséquent, aujourd'hui, je ne veux pas revenir en arrière le moins du monde, je n'ouvre pas la porte à un débat sur la laïcité. La question est de savoir, est-ce que ce qu'on appelle la laïcité a besoin de s'exprimer aujourd'hui, de se manifester dans des domaines qui ne sont pas simplement le rapport avec les églises, mais dans des rapports avec des forces qui empêchent l'expression de la liberté intellectuelle, la liberté d'opinion, etc. Ce que je voulais dire simplement, avant, je m'excuse, ça ne dépend pas de moi, c'est ceci. Je crois qu'il est toujours plus que dangereux, qu'il est toujours mortel de se définir uniquement contre. Car si je suis contre, si l'autre est contre le contre, et c'est ce que nous avons vécu pendant une longue période, alors il y a le colonialisme, il y a le capitalisme qui détruisent les travailleurs, les colonisés, etc. Je suis contre, et au nom de ce contre, je crée un pouvoir autoritaire, et ce pouvoir autoritaire, il y a d'autres qui sont contre, et ça. Rappelons une chose, au fond, tellement élémentaire. C'est que nous avons besoin, si nous voulons libérer, si nous voulons lutter contre les inégalités, contre les injustices, nous avons besoin de nous appuyer sur des principes positifs. Pas le bonheur, mais la liberté, mais l'égalité, mais la justice, mais la solidarité, mais tout ce que vous voudrez, la reconnaissance de l'autre, y compris dans son altérité. Il y a beaucoup de choses qui sont tout à fait fondamentales, mais l'action libératrice est une action qui s'appuie, et elle n'est pas libératrice si elle ne s'appuie pas sur l'affirmation et la libération de capacité d'agir libre. Autrement dit, quand il n'y a pas de la liberté libérée quelque part, ça tourne toujours mal. Merci pour ce propos et on